Merci d'être en direct dans ce live. Alors ça va être ça va être le dernier live de l'année pour moi. Et pour clore ce live, pour clore cette année, pardon, excusez-moi, parce que j'avais un retour audio derrière, ça m'a perturbé. Pour clôturer donc cette année 2019, je voulais faire ça avec un invité que vraiment j'adore et que j'apprécie. C'est comme je dis, c'est mon mentor marketing. Frédéric Canvet, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir chaleureusement comme vous savez si bien le faire. Merci. Merci aux millions d'auditeurs qui nous écoutent actuellement. Eh ben écoute Frédéric, tu sais c'est un peu une période festive, donc je me permets de me lâcher un petit peu quand même. C'est le dernier live de l'année, attends, il faut le faire avec plaisir, toujours avec bonne humeur. Bah merci en tout cas de m'inviter ce midi. Je suis en vacances demain, donc tu vois c'est vraiment mon dernier jour de vrai boulot. Enfin, donc ça me fait plaisir de passer avec toi. Eh ben écoute, moi ça me fait aussi un immense plaisir parce que j'avais démarré l'année 2019 avec toi en janvier dernier. C'est la première fois d'ailleurs que tu participais à un de mes lives, et de clore cette année 2019 également avec toi, bah ça me fait forcément super plaisir, et c'est chouette parce qu'on va partager plein de pépites aujourd'hui sur le marketing. Et d'ailleurs pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors déjà je vais commencer par moi, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo, formateur coach en marketing vidéo également. Et Fred, vas-y, présente-toi, je te laisse la place. Ouais, Frédéric Canvet, ça fait plus de, on va dire 12 ans, non, c'est depuis encore plus 20 ans presque, parce que j'ai commencé en 99. Donc je travaille dans le marketing et ben voilà, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle le Growth Hacking, qui explique comment on va pouvoir doper sa croissance. Donc je suis web marketeur, j'ai un blog qui s'appelle conseilmarketing.com que j'anime depuis 2009 et donc 2006 et aussi je suis product manager B2B, donc dans les logiciels. Voilà. Bon voilà, écoute, on sait tout, et c'est vrai que tu as un super blog conseilmarketing.fr qui est vraiment top, que je suis moi depuis quelques années. Avant même qu'on se connaisse, j'étais déjà un fidèle lecteur de ton blog. Et c'est vrai que ça m'a amené à m'intéresser à ce que tu faisais, et puis voilà, essayer de te rencontrer à un moment donné, en tous les cas par le biais d'internet dans un premier temps, même si on s'est rencontrés aussi physiquement, aussi dans des événements, je me rappelle. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a toujours bluffé, c'est ta capacité de production en termes de contenu. Et ça, j'aimerais bien que si tu pouvais nous donner 2-3 astuces par rapport à ça, comment tu arrives à être aussi productif, parce que c'est vrai que tu fais plein de choses. Et on a 24 heures, t'as 24 heures comme moi, enfin sauf erreur, enfin je crois. Hein. Ouais. Comment tu arrives à produire autant de contenu que ça? Alors en fait ça c'est une question qu'on me pose souvent, et même à un moment donné j'ai fini par écrire un petit bouquin, bon, qui est un peu daté maintenant, mais en fait il y avait plein de gens qui me disaient mais comment tu fais pour faire tout ça? Et à force de répéter, j'en ai marre, j'ai fait un petit e-book et j'explique un petit peu ces méthodes-là. Et en fait je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit dans le bouquin, c'était pas tout à fait exactement ce qui fait que j'arrive à continuer à créer du contenu. Parce que dans le bouquin, j'expliquais toutes les petites techniques de productivité, tu vois. Par exemple, tous les 4 heures, se dire, tiens, je fais un truc pour le business. J'expliquais que j'utilisais mon smartphone pour faire des choses. J'expliquais que je prenais une assistante, j'expliquais ceci, cela. Et donc, en fait, je me suis dit, voilà, c'est ma recette. Et il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un de mes clients qui est en même temps un ami, et qui me dit, mais Fred, j'applique un peu ce que tu fais, mais j'ai l'impression que tu as un autre secret. Et en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu, on a discuté tous les deux ensemble, et il me dit, ouais, en fait, il y a 2 choses qui font que j'arrive à faire tout ce que je fais. Et la première, en fait, c'est la puissance des routines et des habitudes. En fait, c'est un bouquin qui est assez intéressant, qui m'a un petit peu ouvert les yeux, qui s'appelle L'effet cumulé. Donc, c'est un bouquin, en fait, qui t'explique que c'est en faisant les choses bien pendant un certain temps que tu arrives en fait à obtenir un résultat. Il t'explique ça en disant bah tiens, c'est comme l'eau bouillante, tu as beau la faire chauffer, tant que ça n'a pas atteint 100 degrés, et ben l'eau elle bout pas.
Et ben c'est pareil pour les résultats sur Internet ou dans la vie. C'est au bout d'un moment, à force de cumuler, faire les efforts, faire des choses bien, et ben tu y arrives. Et c'est ça en fait qui est vraiment essentiel. Moi en fait, la clé de la réussite, ça a été vraiment cet aspect routine. Donc l'effet cumulé, donc c'est faire bien les choses pendant un certain temps, et c'est également faire des routines. Les routines, c'est se programmer des choses qu'on fait habituellement et tout le temps. Par exemple, je sais pas toi si tu me diras, tiens, tu me diras juste après, Christophe, si tu as aussi des routines. Mais moi, en fait, j'ai des routines qui sont simples. Pendant des années, quand j'avais pas une femme et 2 enfants, et ben le dimanche après-midi, ben je me pensais toute l'après-midi à travailler sur mon blog, et puis le vendredi soir, généralement, ouais, ou samedi matin, ça dépend, je travaillais en fait dessus. Là maintenant, en fait, j'ai revu ma routine, mais généralement quasiment tous les soirs à partir de 21h30, 22h, souvent c'est 22h maintenant, jusqu'à minuit, je travaille 2 heures sur mon blog. Pareil, le samedi, j'essaie de travailler 1 heure ou 2 le soir, et le dimanche, 1 heure ou 2 le soir. Comme ça, je me suis fait des routines habituelles, et je sais que dans ces heures-là, je dois travailler. Et je me suis fait des routines où je suis vraiment comme ça super efficace. Mais les routines, en fait, tu peux te les créer. Un exemple très simple, là je vais sortir un bouquin qui s'appelle Réussir son projet de chatbot, Réussir son chatbot. C'est un bouquin en fait que j'écris tout seul, encore avec toute une aventure parce qu'au début on devait être 3 à écrire le bouquin et puis finalement on était 2, finalement je me suis retrouvé tout seul. Et c'est vrai que je me disais merde Fred, putain faut que tu écrives le bouquin. Et je connais plusieurs personnes comme ça qui ont des gros projets, que ce soit sortir un produit, sortir une formation, etc., et qui n'y arrivent pas. Et en fait moi j'étais pareil, j'arrivais pas à avancer sur le bouquin. Et ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait une routine. C'est-à-dire que le midi, quasiment un midi sur 2, je passais une demi-heure, 45 minutes à avancer sur mon bouquin. Et tous les jours, enfin un jour sur 2, un jour sur 2, un jour sur 2, j'avançais sur ce bouquin-là. Et finalement, le bouquin, tac, à force de travailler dessus, il a énormément grandi. Pareil, je suis en train de travailler sur une version 2 du livre Le Gros Hacking qui va sortir sans doute au 2e trimestre de 2020. Et ben en fait, voilà, je devais écrire le bouquin. Mais à chaque fois, toi, je m'étais prévu des plages de travail. Tiens, je vais prendre cet après-midi-là, je vais prendre cette matinée, dimanche, je vais faire ça, etc. Sauf qu'à chaque fois, tu as un truc de dernière minute, et puis ou alors tu commences ton boulot, et puis bon, tu as quelqu'un qui vient te voir, ou tu as une vidéo à regarder, ou ceci, cela. Et finalement, tu dis, merde, j'ai pris une demi-journée, mais en fait, j'ai travaillé à peine 1 heure. Tandis que là, en travaillant régulièrement le soir, tac, c'est l'effet cumulé. Donc vraiment, l'important, moi je dis, c'est se caler une routine dans sa semaine. Et essayer de soit comme je le disais, soit caler quelque chose de régulier, soit essayer de voler du temps dans son agenda. Voler du temps dans son agenda, c'est se dire, tiens, est-ce que j'ai un moment de temps, entre guillemets, libre que je peux prendre pour ce nouveau projet? Parce que moi, j'ai vraiment pris ça comme idée, c'est quand je commence un nouveau projet, je me dis, tiens, qu'est-ce que je dois renoncer? Ou qu'est-ce que je dois limiter? Qu'est-ce que j'accepte de limiter? Et par exemple, ça peut être des gens qui regardent la télé tous les soirs en disant, bah tiens, la télé, finalement, je vais plus la regarder qu'un jour sur 2, et je vais prendre ce temps-là. Pour donner un ordre d'exemple, encore une fois, ça fait, je pense, 10 ans maintenant que j'ai plus de télé chez moi, et ça a été le meilleur moyen en fait de gagner du temps. Et là, depuis à peu près 2 ans, je ne regarde plus du tout le journal télé. Avant, tu vois, dans le matin, je regardais dans le journal le 20 minutes, le métro, enfin 20 minutes dans les transports. Et je regardais après le soir encore le journal télé pendant une demi-heure. Et finalement, ce temps-là, je me dis merde, c'est les mêmes infos, c'est le même truc, ça me sert à rien. Donc, première chose, la réussite, calez-vous des habitudes et des routines. Donc, essayez de vous mettre, par exemple, tiens, je vais me faire un soir par semaine, 2 soirs par semaine, je fais ça. Ou essayez de prendre du temps dans votre agenda avec des moments de faible productivité. Mais bien sûr, il faut aussi conserver du temps pour sa passion, pour soi. Par exemple, moi, à un moment donné, je voulais vraiment faire un gros effort dans mon business. Et je me suis dit, Fred, ce que tu vas faire maintenant, tu vas te limiter à une sortie le jeudi et une sortie le samedi et pas plus. Les autres sorties pendant 6 mois, tu vas faire vraiment ça et tu vas t'y tenir. Il faut comprendre pourquoi on va le faire. Alors après, il y a d'autres techniques qui existent comme la visualisation, c'est-à-dire mettre sur un petit PowerPoint. Ça, je faisais quand je voulais vraiment avancer sur un projet. Je mettais sur un PowerPoint tous les jours avant de commencer mon boulot. Tac, je regardais ce petit truc le soir. Je regardais ce petit truc de motivation. Pourquoi je fais tout ça? Et généralement, la motivation, c'est vraiment c'est une quantité limitée. Ça rappelle à chaque fois les jeux comme Street Fighter, tout ça. Tu sais, il y avait le mana pour avoir l'énergie et faire des super prises. Et c'est pareil. Dans ta journée, en fait, tu épuises ton niveau de motivation. Et en fait, il faut essayer de le remonter. Et tu peux le remonter de 2 manières. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est avant de me mettre à bosser,
souvent je m'accorde aller à un quart d'heure, 20 minutes, j'essaie de pas mettre plus, à regarder un truc un peu drôle, un peu fun. Là actuellement je suis à fond sur regarder des petits clips YouTube, des vidéos et des trucs relativement rapides. Et là en fait ça me rebooste. Avant c'était beaucoup de trucs comiques, drôles, je regardais des trucs un peu marrants et après je me disais bon allez c'est bon Fred, t'as pris ta petite pause, tu reprends ton énergie et là voilà tu peux repartir. Donc ça c'est le premier truc, mais je te laisse déjà se poser une question Christophe et puis même à vous qui êtes en train de nous écouter. Est-ce que tu as des routines et est-ce que tu t'es calé comme ça des petites habitudes? Alors moi, c'est vrai que je me suis calé plusieurs routines. Et ce que tu dis, effectivement, c'est très juste, à savoir qu'à un moment donné, si on veut gagner en productivité, il va falloir sacrifier certaines choses. Malheureusement, on n'a pas le choix, parce que sinon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi, la grosse chose, du moins que j'ai totalement modifié dans ma manière de travailler, alors moi, c'est un bouquin qui m'a pas mal inspiré d'ailleurs par rapport à ça, qui s'appelle La 25e heure. Ouais, je l'ai lu aussi, ouais. Que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant parce qu'il donne plein de pistes de réflexion justement pour gagner en productivité. Et il y a un truc moi qui m'a fait marrer, mais qui est très sérieux en même temps parce que il est très efficace. C'est cette fameuse méthode Pomodoro que tu connais. Et quand j'ai commencé à mettre en application cette méthode Pomodoro, mais je dis mais c'est génial. Ce que je faisais habituellement en 7 heures de temps, aujourd'hui je le fais en 2 heures de temps, quoi. Parce que la méthode Pomodoro, pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement se mettre des plages de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes à chaque fois. Voilà, on se fait ça, on fait trois plages comme ça de 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, vous restez focus sur ce que vous êtes en train de faire. Donc focus, c'est-à-dire que vous coupez le portable, vous coupez les notifications sur votre ordinateur, email, réseaux sociaux, etc. Et évidemment, d'un commun accord avec votre conjoint, de lui dire, bah voilà, pendant ce temps-là, s'il te plaît, si tu peux éviter de me déranger, voilà, je veux rester focus sur ce que je fais. Et du coup, vous avez aucune distraction, en tout cas, vous minimisez au maximum, si je puis dire, les possibilités d'être distrait. Et c'est comme ça qu'on arrive à être le plus productif possible. En tous les cas, moi, c'est une des méthodes que j'ai mis en application que je trouve très très efficace. Après, en termes de routine à proprement parler, c'est vrai que j'aime bien travailler le soir, moi aussi, parce que alors je sais qu'il y en a qui qui préconisent de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt, parce que le matin, etc. Il y en a qui bossent le matin, même d'ailleurs, qui se lèvent à 5 heures du matin et qui bossent entre 5 et 7. Moi, c'est un truc que j'ai un peu de mal à faire. Je me sens plus productif le soir, justement. Alors moi, j'ai plus d'enfants à aller coucher au lit, mais voilà, j'aime bien passer un peu de temps aussi avec mon épouse. Et du coup, voilà, vers 22 heures, allez hop, je me mets sur l'ordi jusqu'à minuit à peu près. Je suis à peu près comme toi par rapport à ça, justement. Voilà, je vais travailler sur des trucs. Je sais que là, pour le coup, il y a personne qui va me déranger. Néanmoins, je vais enlever toutes les notifs pour pas être distrait également, parce que ça, c'est le piège. On voit une notif Facebook ou email, on se dit tiens, on va regarder, on va répondre aux messages, et puis alors là, c'est le piège parce que on commence par ça et puis on va, on lui donne ça et il prend ça. Donc ça, c'est pas bon du tout, quoi. Donc c'est vrai que Mais en fait, il y a une petite astuce que j'utilise de temps en temps quand je veux vraiment avancer. En fait, tu utilises simplement ton smartphone et toi, tu as la fameuse horloge sur ton téléphone. Aussi, oui. Et tu te mets en fait un petit chrono et tu mets un minuteur en disant, ben voilà, je m'accorde en fait 20 minutes par exemple avec les réseaux sociaux. Parce que le problème, c'est Facebook, YouTube et tout ça, finalement, tu te rends compte, mais putain, merde, j'ai passé combien de temps là-dessus? Et en te mettant rien que ce petit minuteur, amusez-vous à faire le test. Ouais. Faites le test cette semaine. En vous disant, tiens, tu sais, la petite truc de motivation là que je te disais pendant un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, voire 30 minutes max, moi je m'amuse à mettre un petit minuteur. Et comme ça, en fait, ça m'évite de me faire happer. Parce que, en fait, le problème, c'est que tu as en fait souvent, quand tu es sur ton téléphone ou ton ordinateur, tu vois, tu vas aller dessus et tu vas voir, en fait, tu as plein de choses qui vont t'apparaître sous les yeux. Et ça, en fait, c'est vraiment une distraction de ouf. Et d'ailleurs, tiens, il y a un autre truc qui est assez intéressant que j'ai mis en place il y a quelques temps. C'est une extension Chrome qui s'appelle Momentum. Et en fait, dès que tu ouvres une nouvelle vous tapez Momentum, et une extension Chrome. Et en fait, ça vous met à la place de la fenêtre, quand vous ouvrez une nouvelle fenêtre Google, ça vous met une jolie photo, ça vous met l'heure, et en fait, ça vous dit, mais quel est votre objectif principal de la journée? Et là, tu réfléchis 2 secondes en disant, voilà, mon objectif principal de la journée, c'est ça. Et en fait, tu le vois tout le temps, à chaque fois que tu ouvres une nouvelle fenêtre internet, et finalement, tu dis, ouais, c'est ça qui est le plus important.
Donc ça t'oblige à réfléchir sur ta priorité et ça t'évite en fait de te distraire parce que parfois, tu sais, moi j'avais tendance à un moment donné de me dire, bah tiens, j'ouvre un nouveau navigateur, puis là tu as LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, machin, et puis tu dis, ah tiens, j'aimerais bien regarder ça, etc. Donc ça, c'est des trucs qui t'évitent d'avoir du temps qu'on te vole en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est mon premier truc. Et donc, bah, les routines, comme je te disais, ça c'est vraiment, je trouve que c'est bien. Les habitudes, c'est ce qui marche le mieux. Donc, trouvez-vous des petites habitudes et ça permet comme ça, comme tu disais, d'être concentré là-dessus. Le deuxième point qui fait que je réussis, c'est me mettre des deadlines. C'est vraiment ce qui... parce que en fait, les habitudes, c'est bien, mais si tu n'as pas des deadlines importantes, tu vas pas y arriver. Moi, chaque fois, je disais à mon boss là au boulot, on était en train de bosser ensemble sur un projet. Et toi, c'est un projet qui est chiant, c'est travailler sur Salesforce. En plus, c'est sincèrement, ça me fait pas envie, quoi. Il y a des trucs comme ça, qui te font pas envie. Parce que tu sais que tu vas y passer une après-midi, machin. Puis, à chaque fois, le prétexte, c'est, ah non, mais j'avais des choses plus importantes, c'est pas prioritaire et tout ça. Donc, le seul moyen d'y arriver, c'est de te mettre une deadline. Je lui ai dit, mets-moi une deadline, on se cale une date et ça m'obligera à le faire. Et ça, je le fais tout le temps au boulot et en titre perso. Alors, au boulot, c'est très simple. Vous mettez une réunion à une date précise avec d'autres personnes et vous serez obligé de finir obligatoirement ce truc-là pour cette date-là. Pour le perso, en fait, c'est simple. Bah, je mets des dates pour remettre des éléments, pour faire une formation, pour faire un truc, ceci, cela. Et en fait, en m'obligeant à mettre des deadlines vraiment précises, ça t'oblige en fait à les tenir parce que bah, c'est l'obligation de le faire parce qu'il y a des gens qui attendent, parce que ceci, cela. Et par exemple, pour ma formation vidéo, la Star Marketing Academy, je sais qu'à chaque fin de mois, je dois faire au moins 2 heures de vidéo. Et généralement, dans la dernière semaine, je dis, oh putain, merde, faut que je fasse mes formations, parce qu'il faut que j'envoie mon mail, faut que je fasse ceci, cela. Et donc là, je vous invite vraiment à travailler sur des deadlines. Et ça, c'est ce qui vous permettra, avec les habitudes, d'atteindre vraiment vos objectifs. Donc vraiment, deux choses clés. Voilà. Alors les 2 choses clés, je les rappelle, vous créez des habitudes et vous mettez des deadlines. Ouais, alors il y a un petit truc en plus que j'aime bien faire et que j'ai fait en fait il y a pendant quasiment 2 mois, je le fais un peu moins maintenant mais je l'ai fait pendant 2 mois, c'est comment je dépensais mon temps. C'est-à-dire que j'avais un petit fichier Excel et en fait je mettais dans la journée tout ce qui durait plus de 5 minutes. Et là je disais bah voilà, pendant plus de 5 minutes j'ai fait ça et en fait faites ça au fil du temps, au fil de l'eau, et là vous vous rendez compte que vous travaillez combien de temps pour quelle chose et combien de temps ça dure. Et ça, tu dis putain merde, j'ai travaillé sur ça, j'ai bouffé la moitié de la matinée et j'ai rien fait de business. Donc en fait, soit tu te dis je le fais pas, soit en fait je fais autre chose, soit je fais des trucs business. Et lié à ça, c'est donc savoir dire non, hein, bien entendu, et savoir aussi déléguer. Par exemple, tu vois, pendant très longtemps, je faisais beaucoup de choses moi-même et je disais bon allez, il faut que je le fasse, etc. Et en fait, j'ai remis en cause ces éléments-là. Par exemple, tu vois, il y a 3-4 ans, j'ai pris une assistante, Sabrina, et j'ai commencé à l'utiliser un petit peu pour faire du travail pour moi. Mais en fait, c'est vrai qu'une assistante, elle fera jamais aussi bien que toi parce qu'elle n'a pas tes connaissances, elle n'a pas le marché, elle n'a pas toute la vision. Mais si tu lui donnes les choses suffisamment simples, ça va. Un exemple, tu vois, tous les jours, j'ai sorti la formation LinkedIn à 15 minutes par jour. Puis je me suis rendu compte, mais Fred, putain, tu passes pas 15 minutes, mais tu passes au moins une demi-heure, voire parfois plus de temps parce que tu es en opération de prospection, tu vas chercher du lead et tout ça. Et j'ai analysé un peu ce que je faisais, puis je vois, mais Fred, quand tu as envoyé des invitations en automatique, parce que j'utilise un outil qui s'appelle LinkedIn Helper que tu connais bien, ouais. Et en fait, après la deuxième, une fois que les gens ont accepté, pour moi, c'est important de mettre de l'humain et d'adapter un peu le truc, etc. Et je le faisais beaucoup moi-même, et je passais tous les jours un quart d'heure comme ça à faire ça. Puis je me dis, merde, Fred, tu fais que du copier-coller, ça apporte pas beaucoup de valeur, délègue-le à Sabrina. Surtout en fait que pendant 2-3 semaines, j'avais pas vraiment le temps, j'avais des gros trucs à faire. Donc je lui ai dit, hey, Sabrina, va sur mon LinkedIn, tu vas gérer les 50, 60, même plus, je crois, il y avait au moins une centaine, 200 invitations en retard. Et c'est elle qui les invite. Je lui ai donné accès à mon compte, elle les invitait un par un avec un message personnalisé. Elle allait chercher le nom de l'entreprise, elle mettait 2 photos, elle faisait ceci, elle faisait cela. Et en fait, je voyais le temps qu'elle a mis, elle a dû passer, parce que j'ai, je sais pas, 2 heures, 3 heures, 4 heures à faire un truc qui est tout con et vraiment qui apportait pas de valeur ajoutée. Alors bien sûr, après, je regardais un petit peu parce que faut déléguer et contrôler. Donc, tu vois, des fois, j'avais
comme c'était un truc en automatique, le message avait été envoyé, par exemple, à des anciens collègues ou à des concurrents ou ceci, cela. Et à ce moment-là, bon, je repassais un peu dans le truc, je disais, oh putain, merde, c'est un de mes anciens collègues. Et désolé Jean-Luc, c'est un message automatique, j'avais oublié que c'était toi, j'étais un petit peu dans l'automatisme, etc., pour essayer de rattraper un peu le coup, tu vois. Donc ça, c'est important. Donc deadline, habitude, et puis essayer de déléguer, sous-traiter, réfléchir. Par exemple là, je travaille sur un gros chatbot qui est fait par Météo France. Hein, on fait un chatbot pour Météo France. Et c'est vrai que mon collègue m'a transféré le dossier. Tu vois, c'est un gros truc. Hein, il y a près de 750 000 personnes qui ont utilisé ce chatbot là. Et le reporting, c'est toutes les semaines. Il fallait passer à peu près 1h30 à faire des stats. Et puis après, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Bah, c'est le reporting, on l'envoie tous les semaines, il faut l'envoyer le mercredi, telle date. Je dis, d'accord, mais bon, bah, attends, je vais peut-être appeler les personnes qui sont à l'autre bout. Alors je leur dis, bon, ok, mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Et est-ce qu'on pourrait pas passer à un reporting mensuel? Et ça, ils m'ont dit, bah oui, de toute façon, nous, les stats à la semaine, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, on comprend pas trop les stats, qu'est-ce que c'est ceci, cela. Et là, en fait, tu vois, ce matin, je vais leur faire le rapport mensuel et j'ai refait tous les tableaux. Au lieu de faire du fichier Excel et tout ça, je vais aller directement reprendre le logiciel qu'on utilise pour faire le reporting et ça va me faire gagner énormément de temps. Je gagne au moins 2 heures par semaine, peut-être pas 2 heures, non, allez, au moins 1 heure par semaine, quoi, quasiment. Donc voilà, se demander le pourquoi. Pourquoi on fait les choses. C'est ça qui est important. Et puis après, donc bien sûr, faire du growth hacking. Le growth hacking, c'est, comme disait l'assistante, c'est utiliser des outils, c'est détourner les sujets. Parce qu'en fait, moi, je suis comme toi, quand tu es indépendant freelance, tu n'es pas là pour faire des heures. Tu es là, en fait, pour avoir du résultat. Et c'est ça, en fait, une grosse différence. Tu vois, quand tu es salarié et que tu demandes, et que tu passes, en fait, en entrepreneur, c'est là que tu as un switch à faire qui est vraiment dur. Ouais. Parce que les gens, ils sont habitués à passer des heures sur des projets. Sauf qu'en fait, il faut rentrer du business. Et souvent, les gens, ils disent, ouais, il faut que je fasse ma charte graphique, il faut que je fasse mes cartes de visite, il faut que je fasse mon site internet, il faut que je fasse ceci, cela. Mais en fait, ils se concentrent sur des choses qui sont pas prioritaires pour leur business, alors que leur business, c'est faire rentrer du pognon, quoi. Ben oui, mais il faut trouver des clients, messieurs, dames. C'est ça qui est prioritaire. Ben ouais. Et souvent, ils disent, ouais, je comprends pas, ça fait 6 mois que je suis sur mon projet et j'avance pas, j'ai pas encore mes clients, mais par contre, j'ai fait cela. Donc, c'est plutôt se dire, ok, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui va avancer et chercher du résultat. Et c'est vrai que moi, maintenant, depuis 4-5 ans, j'ai pris cette mentalité-là à me dire, attends Fred, au boulot, qu'est-ce qu'on attend de toi vraiment? Est-ce qu'on attend de toi de faire ce putain de reporting qui va durer X heures? Ou plutôt on va te dire, attends non, tu vas plutôt essayer de faire du business pour aller chercher des clients. Et c'est vrai que ton boss, il préférera beaucoup plus que tu fasses des choses utiles qui apportent quelque chose, que plutôt que de passer des heures à faire des tâches rébarbatives et que tu peux automatiser. Voilà. Exactement. Bon, bah écoute, c'est très bien tout ça. Donc on a là, je pense que vous avez pas mal de choses, pas mal de bons conseils pour pouvoir gagner en productivité. J'aimerais justement qu'on parle un petit peu aussi, parce que c'est un point que tu viens d'évoquer justement concernant le blog. Le blog, t'en as un, et le blog d'une manière générale, parce que c'est une question qui revient de manière un petit peu récurrente justement depuis quelques années, à savoir, est-ce que aujourd'hui avoir un blog, est-ce que c'est intéressant d'avoir un blog, est-ce que c'est utile même et efficace d'avoir un blog pour son business? Alors c'est assez intéressant. Alors pourquoi? Parce que cette question-là, toi, hier, cette discussion-là, je l'ai eue avec Gilles, qui en fait travaille avec Amélie. Amélie, c'est une artiste peintre. Elle a vraiment un blog qui est hyper reconnu là-dessus. Donc tu tapes Amélie. Elle a vraiment de super toiles. J'ai même une de ces toiles à la maison. Elle a peint ma fille. Et donc en fait, elle aide en fait les artistes à booster leurs résultats, que ce soit peintre ou sculpteur, etc. Et en fait, ils m'ont dit, bah tiens, Fred, j'aimerais bien que tu interviennes à une de nos conférences et tout ça. Et tu parles en fait pourquoi c'est important d'avoir un blog, pourquoi c'est important les réseaux sociaux, etc., etc. Et je disais, mais attends, ouais, c'est important, mais ça dépend de la profession. Si tu es artiste peintre, souvent c'est des gens qui sont un petit peu allergiques à l'informatique. Les clients, ils recherchent pas sur Internet forcément des toiles. Par contre, en fait, ça peut être intéressant de faire du networking, d'aller sur Instagram, éventuellement d'avoir une page Facebook, etc., etc. Donc un blog, ça dépendra en fait de ton activité. Un blog, c'est super intéressant à partir du moment où les gens recherchent sur Internet.
Le cas de l'artiste peintre, je lui ai dit, mais moi je veux bien parler du blog, mais en fait, ça va s'adresser à une micro-cible, parce que la plupart des gens qui veulent acheter une toile, ils vont pas taper sur Internet, ils vont aller à une foire, ils vont aller à ceci, cela. Et donc, en fait, pour un artiste peintre, c'est bien si tu veux, en fait, si tu as vraiment une volonté d'avoir une présence digitale et aller chercher des gens. Mais la plupart des artistes peintres, ils n'ont pas d'intérêt. En revanche, si tu es consultant, si tu es formateur, si les gens recherchent sur Internet avant d'acheter, si tu veux un comparateur de prix, si tu vends des produits B2C, si, dans tous les cas où tu te dis, mon client, il recherche sur Internet parce qu'il a un problème, un blog est indispensable. Parce que ce qui ressort le plus en fait sur Google, bon, c'est bien sur les sites de marque, mais c'est ensuite les blogs. Parce que les blogs utilisent WordPress, et donc c'est très bien, bien optimisé pour le référencement. Les blogs permettent de créer énormément de contenu et se positionner sur des mots-clés précis. Et donc à ce moment-là, tu peux être visible là-dessus. Et donc c'est pour ça que pour réussir avec un blog et pour que ça soit rentable, il faut en fait produire du contenu pour les mots-clés que les gens recherchent sur Google, mais également produire du contenu sur des mots-clés en fait, des idées auxquelles les gens pensent. Parce que les mots-clés c'est bien, mais parfois les gens en fait ils pensent à autre chose, ils pensent à des problèmes, comment je fais pour avoir mal au dos, comment je fais ceci, cela. Donc en fait, les blogs ont tout cet intérêt-là d'avoir une visibilité sur Internet. Alors par contre, c'est pas gratuit, hein, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Et soit en fait vous faites rédiger vos articles en externe, ce qui est long, compliqué, qui ne permet pas souvent d'avoir de la qualité suffisante, ou alors vous faites en interne. Moi en fait mon parti pris, c'est de rédiger à peu près 90% de mon contenu. 80% on va dire, 80% de mon contenu. 10% ou 15% c'est des sur lesquels en fait j'ai envie de me référencer sans être pourtant un expert dans le domaine ou sans avoir forcément le temps de le faire. C'est le cas par exemple dans le domaine de l'expérience client. Si tu regardes sur mon blog, c'est une thématique que j'ai développée il y a 2 ans, parce qu'en fait avant mon blog était très orienté marketing B2B, développement commercial, médias sociaux, gagner de l'argent avec son blog, et j'ai vraiment switché sur le marketing B2B et tout ça. Et là depuis 2 ans je bosse avec une boîte qui travaille en fait dans le domaine de la relation client, d'expérience client, et donc j'ai réorienté mon blog dans ce domaine-là. Alors j'ai certes des articles sur la fidélisation, mais en fait ce que j'ai fait c'est que donc j'ai écrit quelques contenus, j'ai fait des transcriptions de web séminaires que j'ai animés, et régulièrement je fais appel à des experts qui donnent leur avis. Parce que ça me permet d'avoir leur visibilité à eux, de les mentionner sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et donc d'avoir de la visibilité, de prendre un peu de leur notoriété. Et 2, c'est eux qui construisent un contenu à valeur ajoutée et qui me permet en fait de répondre aux vraies problématiques. Donc ça, c'est intéressant de faire ça. Comme je te dis, il y a les 5% restants que j'externalise, c'est avec mon assistante Sabrina ou avec d'autres rédacteurs où j'ai fait des tests en fait de rédaction. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai un niveau d'exigence qui est tellement important que généralement, je suis pas content et je réécris. Donc ça fait juste une base de travail. Donc voilà, la réécriture, ça peut être intéressant quand tu veux faire du contenu simple sur des domaines très pointus qui nécessitent pas d'expertise. Un exemple, tu peux regarder sur mon blog, j'ai fait pas mal de tutos LinkedIn parce que je veux me positionner sur LinkedIn, parce que j'ai une formation LinkedIn qui est vraiment bien faite et qui est sympa. Et donc on me fait faire à Sabrina une dizaine de tutos, voire même une quinzaine de tutos dans le domaine en fait de LinkedIn. Par exemple, comment créer une page Facebook, LinkedIn, comment inviter des gens sur LinkedIn, comment répondre à une demande, enfin bref, tu vois tous ces trucs un petit peu simples. Et je lui ai dit, tiens, tu vas sur linkedin.com, tu vas je lui ai donné exactement l'URL exact du tuto sur LinkedIn. J'ai lui ai mis 2-3 articles que je connaissais, où il y avait 2-3 petites astuces assez sympas que je connaissais moi, mais j'avais pas le temps de lui dire tout. Et ensuite, je lui ai dit, voilà, tu me fais une synthèse de ce tuto LinkedIn sur la page LinkedIn, tu le refais avec mon profil à moi. Ensuite, tu ajoutes les 3-4 astuces qu'il y a là qui sont vraiment sympas que je connais. Et ensuite, tu me files ça. Et elle rédige pour moi sur mon blog. Après, moi, j'y vais. Je relis un peu, je mets en forme, je bouge des trucs parce que c'est jamais tout à fait parfait. Et ensuite, à la fin, je rajoute un paragraphe avec mon point de vue, mes trucs et astuces et tout ça, ce qui me permet de faire un article qui, au final, passe de basique à un article qui est quand même pas mal. Sans être exceptionnel, mais quand même qui est pas mal. Et autrement, le reste, du 80%, c'est moi qui le rédige et j'essaie de trouver le temps et j'ai mes fameuses routines parce que je sais que tous les week-ends, je dois me faire un podcast
tous les week-ends, je vais me faire un article de blog. Et donc, vendredi soir, tu vois, c'est, je mets mes trucs dans Buffer. Buffer, c'est un truc de planification de contenu. J'ai mes 10 contenus qui vont être publiés en automatique. Et puis, en plus, voilà, je sais que vendredi soir, et au pire, samedi soir, mais pas plus que samedi soir, je dois pas me donner plus de temps. Comme toi, je dois me donner des limites parce que je sais que le dimanche soir, j'essaie de travailler sur des projets qui apportent de la valeur, comme mon bouquin, comme des formations vidéo, comme des vidéos tutos ou des choses comme ça. Et donc, le vendredi soir ou le samedi soir, ça dépend parce que parfois j'ai des sorties, des machins et tout ça. Et donc là, je sais que je dois faire 7 articles de la semaine. Et après, le podcast, éventuellement, le samedi ou dimanche. Voilà. Donc, en fait, ces petites routines, ça me permet de créer un contenu. Donc, pour répondre à ta question, le blog, c'est vraiment essentiel. Ça permet d'être vraiment un expert reconnu. Les journalistes, les gens, ils cherchent beaucoup sur Internet. Et en plus, tu vas pouvoir comme ça, aussi faire avancer ta réflexion. Moi, en produisant du contenu, ça m'oblige en fait à réfléchir, ça m'oblige à m'auto-former. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, il faut être très clair. Quand tu attires des gens sur Internet avec un blog, tu attires du tout venant. Quand les gens ils téléchargent un guide, un livre blanc, parce que tu as mis ça pour récupérer leurs coordonnées, 95% des gens, en fait, sont hors cible. C'est-à-dire que c'est des étudiants, des gens qui sont à l'étranger, des gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui sont juste en phase de réflexion, etc., etc. Donc, en fait, il faut te dire que 95% des gens, tu ne leur vendras pas. Donc, tu vendras que sur 5% des gens là. Et donc, en fait, il faut bien sûr un bon tunnel de vente derrière. C'est-à-dire que tu vas proposer un livre blanc, ensuite tu vas leur dire tiens, il y a un témoignage client, il y a ceci, il y a cela, et ensuite tu vas les inciter petit à petit à passer d'une phase je réfléchis à une phase oui, j'ai vraiment besoin de ce produit-là. Voilà, donc ça c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'un blog en fait ne suffit plus, puisque si tu fais que juste produire du contenu, tu n'auras pas de visibilité. Il faut aller chercher de la visibilité ailleurs, par exemple faire des interviews comme tu le fais, faire du guest posting sur d'autres blogs, interviewer des gens, les mentionner sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça c'est des techniques un peu traditionnelles. Et en plus de ça, il faut faire du growth hacking. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller capter de l'audience et les ramener vers ton site. Et c'est un travail qui est vraiment important parce que autrement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attendre des mois avant d'avoir des résultats. Un exemple, sur LinkedIn, à chaque fois que moi je fais un web séminaire mensuel, en fait, c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois sur l'expérience client, je vais recruter un maximum de profils qui sont responsables d'expérience client, responsables de relations clients, etc. Je les ajoute en fait sur LinkedIn en contact. Donc j'ai un petit message de bienvenue. Je leur propose éventuellement de télécharger un livre blanc. Et ensuite, une fois tous les 2 mois, je leur envoie un message depuis LinkedIn pour leur dire « Hey, je suis en train de faire un web séminaire sur tel sujet, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc, j'envoie ce message-là, tac, ils s'inscrivent. S'ils ne s'inscrivent pas ou s'ils me disent juste « Ah, super, merci, etc. », je leur dis « Hey, est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce que tu veux recevoir le replay ?» Et souvent, ça me permet d'aller rattraper un petit fond de cul parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est sympa, mais ils s'inscrivent jamais. Ouais. Donc, tous les gens qui disent oui, d'accord, un petit like, etc., tu lui envoies un petit message, hey, tu veux de l'aide pour l'inscription ou tu veux le replay? Et là, tu vas avoir, je pense, quasiment 20% d'inscrits en plus là-dessus. Donc, ça, c'est un des moyens, comme je disais, LinkedIn, mais ça peut être Twitter. Par exemple, Twitter, j'utilise un outil qui s'appelle Phantom Buster, qui est un outil qui coûte une trentaine d'euros par mois. Et en fait, l'intérêt de Phantom Buster, c'est que tu vas pouvoir prendre la liste de tous tes followers sur Twitter. Donc moi, par exemple, j'avais 80 000 personnes. J'ai fait une sélection sur tous les gens qui étaient en France ou qui parlaient français. Et je leur ai envoyé un message grâce à Phantom Buster en disant « Hey, salut, tiens, je viens de sortir une mini-formation, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc, en fait, la mini-formation, c'est pour goûter. Et après, en fait, je leur propose d'avoir la version payante. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire que le blog, c'est bien. Ça construit ta visibilité sur le long terme parce que c'est l'effet cumulé qu'on parlait tout à l'heure. À force de construire des articles, etc., tu vas réussir. Mais en parallèle, il faut quand même faire du push et aller chercher tes clients avec des techniques de growth hacking. Voilà. Moi, c'est ce que j'explique justement par rapport à ça. Tu vois, c'est les gens qui doutent de l'efficacité du blog. Je leur dis, pour moi, c'est un petit peu le pivot central de votre communication. C'est à partir de là que vous allez pouvoir justement être prospecté, être multicanal et pouvoir comme ça recruter des prospects parce que si vous n'avez pas ça, je vais prendre le cas un petit peu extrême du professionnel qui me dit moi je suis sur Facebook, ça me suffit largement, j'ai une page Facebook et c'est très bien. Oui, sauf que si on prend l'exemple de Google+ qui a disparu entre guillemets du jour au lendemain, eh bien Facebook, il peut se passer la même chose quelque part, alors que si vous avez votre blog, ils l'ont déjà fait, hein.
C'est par exemple, tu vois là, avec la baisse du reach sur les pages Facebook, Oui. maintenant moi, je préfère largement être sur LinkedIn parce que je suis en B2B aussi, hein, parce que j'ai plus de possibilités de toucher les gens, parce qu'avec Tout une à fait. page maintenant, tu galères. Et après, tu disais, ouais, très bien, tu as un chatbot. Un chatbot, en fait, ça te permet d'aller contacter les gens qui sont abonnés à ta page. Le problème, c'est que Facebook, il change encore les règles le 20 janvier 2020 et tu vas devoir bientôt quasiment tout le temps payer pour envoyer des messages comme un emailing. Et là, tu te dis, merde, putain, tu t'es fait chier à construire une communauté, tu t'es fait chier à avoir des abonnés sur ta page Facebook et tu es plus libre, quoi. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'au moins avec le blog, au moins t'es peinard, c'est toi qui maîtrises le truc et qui après, effectivement, c'est ce que tu disais, être présent sur les réseaux sociaux, faire du podcast aussi par exemple. Enfin, tout ça sont des choses qui sont des pistes à explorer, je pense, pour pouvoir capter du prospect. Et justement, tiens, concernant les réseaux sociaux, tiens, petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses, toi, des réseaux sociaux? Est-ce que c'est utile d'être présent, justement, sur les réseaux sociaux? Je me fais l'avocat du diable en disant ça, évidemment, quoi, mais voilà. Est-ce que c'est utile d'être présent sur les réseaux sociaux? Parce que des fois, on me pose la question, tu vois. Mais c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si t'es, en fait, c'est un problème très simple. Soit en fait, sur les réseaux sociaux, tu es là pour consommer ou tu es là pour produire. Et beaucoup de gens ne font que de la consommation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils font comme la plupart des gens, ils ouvrent leur page Facebook et puis leur flux Facebook et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de liker, de commenter, etc. Sauf que ça, en fait, c'est pas travailler sa visibilité et faire du business. L'intérêt, en fait, d'avoir les réseaux sociaux, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Alors bien sûr, il faudra plutôt produire du contenu, publier des contenus que d'aller liker, etc. C'est ça qui fera ton intérêt. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, en fait, il faut surtout se dire comment je vais transformer les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont là, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, en clients. Et c'est tout l'enjeu. Et par exemple, sur LinkedIn, si tu te contentes d'ajouter les gens, tac, tac, faire une collection, tu n'y arriveras jamais. Il faut absolument produire du contenu régulièrement pour garder la mémoire. Et ça, tu te dis, ouais, ok, c'est la base. J'attire les bonnes personnes, je produis du contenu, puis un jour, ils vont penser à moi. Sauf que sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, etc., l'algorithme fait que tu n'es quasiment pas visible. Sur LinkedIn, tu as une semaine pour engager et faire en sorte que les gens ils commentent sur tes contenus. Autrement, ils ne verront plus jamais de la vie tes contenus. Sur ta page Facebook, c'est pareil. Ils ne verront plus jamais tes contenus parce qu'il y en a très peu qui voient. Et donc, en fait, il faut avoir une technique qui va faire que tu vas transformer ces gens qui sont tes contacts en clients, où tu vas les faire venir à un web séminaire, tu vas leur proposer un produit, etc. etc. Donc c'est récupérer leurs coordonnées souvent. Hein. Le but c'est de passer du canal réseaux sociaux au canal email où tu vas pouvoir pousser du message, ou alors utiliser même les outils internes de la solution de réseau social. Donc, par exemple des emails sur LinkedIn ou les messages directs sur Twitter pour aller exploiter ces bases-là. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est là que tu vas vraiment voir l'intérêt. Par exemple, moi, pendant très longtemps, j'avais donc plusieurs dizaines de milliers de contacts sur Twitter, mais en fait, je faisais que publier, et il y avait quasiment personne. Et le jour où je me dis, mais putain, Fred, cherche un outil de growth hacking qui va te permettre de les contacter sur Twitter, et là, je me dis, merde, ouais, c'est bon. Et j'ai même mis en place un petit, avec Phantom Buster toujours, un message de bienvenue, qui fait que tous les gens qui me suivent sur Twitter, ils ont un petit message qui dit merci de me suivre, c'est super gentil. Tiens, en cadeau, remerciement, je te propose cette formation-là, gratuite. Et bien entendu, ils doivent mettre leur email. Et là, ils passent dans une séquence de marketing automation. Sur Facebook, tu vois, c'est mettre en place un chatbot qui va permettre en fait aux gens d'être abonnés et tu vas leur pousser un message de temps en temps. Donc voilà, les réseaux sociaux, ça sert à gagner la visibilité, à toucher des gens que tu ne peux pas avoir. Sur LinkedIn, moi, comme je te disais, il y a 2 ans, je ne connaissais personne ni rien du tout au domaine de l'expérience client. Pourtant, tu as 10 000 professionnels qui sont là-dessus. Et bien là, en quasiment un an et demi, je ne dis pas que j'ai 80% des gens du métier, mais je pense avoir, allez, sur les 10 000, j'en ai peut-être 6 000, 7 000. Et donc, ça me fait une base de contact. Et comme disait un de mes collègues, il disait, oh non, c'est bizarre, les gens ils te connaissent, et maintenant, quand on va sur un salon, les gens ils veulent te parler à toi. Et alors que moi, je suis directeur commercial, je suis machin, et ils ne me connaissent pas. Ah, je dis, mais c'est normal, ils ne te connaissent pas, parce que tu n'es pas visible sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas. Tandis que moi, en fait, je les ai invités, j'ai publié du contenu, je les ai invités à un web séminaire. Par exemple, quand je fais un salon,
professionnel, je sélectionne en fait tous les gens qui sont dans cette thématique-là, avec LinkedIn Helper, et je leur envoie un message, je leur dis hey, enfin un peu plus poli, hein, c'est pas juste hey, mais bon, le principe c'est hey, je vais être au salon tel jour, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer parce que c'est l'occasion de se voir en vrai de vrai et de passer d'une relation virtuelle à une relation réelle. Et puis en plus, j'ai quelques petits goodies que je vais offrir, et puis on fait un petit concours sur le site, sur le salon. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir en vrai. Et c'est vrai que j'avais fait ça plusieurs fois. Et mes collègues, ils en revenaient pas, ils disaient, mais attends, il y a encore quelqu'un pour toi, attends, il y a encore quelqu'un pour toi. Mais et ils viennent tous te voir, c'est tes fans qui sont venus. Tu vois. Et voilà. Et c'est vrai qu'en passant aussi notre sujet, pourquoi en fait utiliser les réseaux sociaux? Parce que tout simplement, tu vas pouvoir nouer une relation de confiance avec les gens. Les gens vont te connaître, ils vont voir ton expertise et ils vont t'acheter tes produits parce qu'ils verront, ils connaissent, ils savent d'autres choses. Il y a des gens qui sont vraiment très très bons là-dessus. T'as pas qui a une communauté, mais c'est un gourou quoi. Ces gens sont de vrais fans et en fait ils jouent beaucoup sur la corde sensible. Allez, pour le plaisir, abonne-toi en fait à sa séquence de marketing automation. Il envoie un email tous les jours. Ça c'est une technique américaine qui. Tu peux redonner le nom? Antoine Blanche Maison. Et donc en fait, tu verras ces emails. Je crois que le mot anglais c'est tripwire. C'est-à-dire qu'en fait, il te remue les tripes. C'est-à-dire qu'en fait, il te fait passer de l'émotion et c'est assez manipulateur, mais c'est diablement efficace. Tu vois, ces emails, moi mes emails, ils essayent d'apporter de la valeur, donner des conseils. Lui, ses emails à lui, il y a certes de la valeur, mais il essaie surtout d'appuyer là où ça fait mal. Et par exemple, tu dis, et c'est vrai qu'il a un super succès là-dessus. Après, bon, il y a des côtés positifs, négatifs. Antoine Blanche Maison, c'est un très bon copywriter, c'est quelqu'un qui sait très bien trouver des bonnes idées, qui sait vivre une vie, qui sait mettre en relationnel. Donc en cela, il faut vraiment limiter. Après, au niveau des produits qu'il vend, je suis un petit peu déçu parce que c'est pas tout de vendre après un produit. Il faut transformer la vie des gens et essayer de leur apporter quelque chose qui va vraiment les aider. Exactement. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est ça, c'est la qualité des produits derrière. Et même pour moi, tu vois, pour moi, c'est aussi un souci parce qu'en fait, je suis habitué à donner beaucoup de valeur, donner des conseils et tout ça dans mon podcast. Et parfois, les gens, quand ils achètent mes produits payants, ils disent « Ah ouais, mais c'est juste un peu mieux que ce que tu donnes en gratuit. » Les gens s'attendent à avoir « Waouh, le step au-dessus. » Donc c'est pour ça qu'il faut essayer toujours d'apporter plus. Et c'est pour ça que de plus en plus, la tendance, c'est pas juste vendre une formation vidéo sur Internet, et vendre derrière un suivi, un coaching pour que les gens puissent être accompagnés. Et c'est là en fait que les aider à transformer leur entreprise. Parce que moi je connais des gens dans le domaine de la formation vidéo, en fait les clients achètent des formations mais les voient peu ou pas. Moi j'ai un petit indicateur comme ça, je vois que 80% des gens ne finissent jamais 100% de la formation, ils s'arrêtent avant. Et il n'y a que 20% des gens qui vont vraiment au bout du bout. Et donc c'est assez dommage parce que les gens ont pris de l'argent, ont pris du temps et ils vont pas au bout de leurs idées. Donc c'est pour ça que il faut essayer de les aider, les accompagner. Alors justement, tiens, je rebondis là-dessus. J'ai une question aussi, alors pour le coup qui m'intéresse encore plus. C'est concernant le contenu vidéo, justement. On va parler un peu de vidéo, tiens. Est-ce que tu penses que... Excusez-moi. Est-ce que tu penses que c'est utile d'utiliser la vidéo dans sa communication numérique? Alors bon, je te dirais clairement que c'est oui. Alors moi, pendant des années, j'ai été 100% texte. Il faut vraiment être clair. Pourquoi j'étais 100% de texte? Parce que quand tu as un blog, ta source de trafic, comme j'ai principale, c'est l'écrit. Un blog, en fait, ça permet pas d'aller chercher des gens, enfin peu des gens sur la vidéo, peu des gens sur les images, enfin si sur les images un peu. Et encore parce que Google a changé l'interface et tout ça avec Google Images, mais bon bref. Donc le blog est vraiment très centré sur le texte. Et donc c'est à la fois une force et une faiblesse parce que de plus en plus de gens ne veulent plus en fait lire du texte et c'est pour ça en fait qu'il y a le succès de la vidéo et du podcast. Donc en fait il faut du texte qui soit beaucoup plus facile à lire, qui soit illustré, qui soit il faut et en même temps il faut apporter de la valeur. Donc voilà. Le texte c'est bien, mais ça ne suffit plus. Et dans le futur, en fait, ça va décroître parce que les jeunes maintenant, tu vois, moi je connais plein de gens qui me disaient mais Fred,
tes articles sont super, mais c'est vraiment trop long. Il y en a pour 10 pages Word. C'est pas possible, 2500 mots. J'ai jamais le temps de lire. L'article est super, mais bon, je suis pas allé jusqu'au bout, etc. Bon, alors pourquoi je fais continuer à faire des articles de 2500 mots ou plus? Parce qu'en fait, tout simplement, tu apportes beaucoup de valeur, tu deviens une référence et Google aussi voit que les gens restent longtemps sur la page. Donc c'est pour ça que faire un article de 500 mots, je trouve ça ridicule, sauf si on veut se positionner sur des mots-clés rapidement, mais ce qui veut vraiment apporter de la valeur, etc. Faut faire ça. Donc ça, c'est la partie texte. Mais donc, il faut passer à d'autres médias et la vidéo est essentielle. La vidéo et le podcast. Pour moi, les deux sont un petit peu liés parce qu'en fait, c'est un petit peu la même chose. La vidéo permet deux choses. Un, en fait, de faire passer plus d'émotions et passer plus de valeur. Comme là, ici, on le fait, on discute, on raconte nos vies, on discute avec les gens, on crée du relationnel, etc. La deuxième chose, c'est que tu as en fait des carrefours d'audience spécifiques. Tu sais, comme moi, YouTube, c'est vraiment indispensable. Moi, par exemple, je suis pas bricoleur. À chaque fois, en fait, que j'ai besoin de faire un bricolage à la maison, je vais sur YouTube et je cherche les mots-clés, comment faire ceci, cela. Exactement. Et ça me permet de m'aider. Et donc, en fait, je crois que le deuxième moteur de recherche ou le deuxième site le plus vu en France, c'est YouTube. Et donc, il y a un trafic naturel. Après, le dernier point, je dirais que le podcast aussi, c'est important parce que, tu vois, autant la vidéo, les gens peuvent rester regarder une vidéo, mais ils vont pas rester des heures à regarder. Parce qu'ils cherchent un truc, ils vont passer en accéléré, ils vont avancer un petit peu dans la vidéo. Quoi. Et puis, quand tu regardes la vidéo, tu vas pas rester devant ton PC comme ça pendant des heures, sauf si le mec, il t'apporte beaucoup de valeur, et là, tu dis, waouh, j'en prends plein les mirettes, et ta. C'est pour ça, en fait, que les formats vidéo sont souvent soit courts et très concentrés, très montés, parce que comme ça, en 2-3 minutes, mais t'as vraiment l'essentiel, et t'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps de te dire, c'est nul, je zappe, ou soit, en fait, tu as des formats vraiment longs, qui vont dans le détail, etc., et les gens vont suivre un petit peu de manière dilettante. Et le podcast, justement, vient compléter ça, parce que le podcast, ça permet, en fait, aux gens, depuis leur téléphone, d'écouter, en fait, des vidéos. Moi, de plus en plus, tu vois, une vidéo comme on est en train de le faire, ce que je fais, c'est que je la téléchargerai, je la mettrai sur mon téléphone, et je la lirai avec VLC comme un podcast. Parce que ça me permettra d'écouter. Non, mais t'embête pas, Fred. L'entrevue que l'on a, je vais le mettre sur mon podcast, donc tu pourras même l'écouter en audio directement sur Spotify. Bah voilà, exactement. Et les formats longs, c'est bien parce qu'en fait, en podcast, les gens adorent les formats longs. En podcast, le minimum à peu près qu'on recommande, c'est 15 minutes. Moi, que je recommande, c'est la moyenne, 15 minutes. Et généralement, si tu veux vraiment faire des trucs bien, moi, j'aime bien passer 30, 40, 50 minutes. Après, je passe rarement au-dessus parce que après, il faut que les gens de lire et puis à un moment donné, ils vont passer à autre chose, etc. Donc, c'est vraiment essayer de rythmer. Quand tu fais de la vidéo, il faut rythmer, apporter rapidement de la valeur, éviter les temps morts parce qu'en fait, autrement, les gens vont zapper. Et donc, tu as vraiment un gros travail là-dessus. Et tu vois, à ce moment-là, pour la vidéo, pour moi, il y a vraiment deux options. Soit donc tu fais de la vidéo montée, vraiment chiadée, etc. Soit tu apportes de la valeur et tu fais du contenu. Par exemple, un screencast. Moi, j'aime beaucoup faire du screencast. C'est-à-dire prendre mon écran, lire en fait mon article de blog et en fait le mettre en vidéo et le mettre après en podcast. Et bien sûr, quand je lis l'article, je fais pas de la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, je fais de l'interprétation. C'est-à-dire que je vais digresser, je vais mettre de l'émotion. Je vais dire putain, merde, tiens, je pensais à ci, tiens, je pensais à ça. Et ça, les gens, ils adorent. Souvent dans le podcast, les gens me disent ah, c'est marrant, je t'entends dire bonjour à ton voisin ou parler de ceci, cela. En fait, ça leur permet de créer de l'émotion et créer du lien. Et c'est l'avantage de la vidéo. Parce que dans l'écrit, tu es plutôt structuré, tandis que dans la vidéo, tu vas vraiment pouvoir faire passer des choses, faire passer de l'émotion. Parce que tout simplement, là, tu vois bien, avec le ton de ma voix, la manière dont je parle, c'est de l'enthousiasme. Et ça, à l'écrit, c'est assez compliqué. C'est compliqué à transcrire à l'écrit, effectivement. C'est pour ça que la vidéo particulièrement, et même le podcast, ceci étant dit, c'est pareil. Je trouve que c'est un format intéressant dans le sens où le podcast audio, les gens, effectivement, vont l'écouter en voiture, dans les transports, généralement. Et ils entendent ta voix directement à l'oreille, parce qu'en général, les gens, ils mettent un casque, surtout dans les transports. Et t'es là au plus près des gens, quoi. Et ça, je trouve que c'est magique, ce côté un petit peu intimiste, proxy. Parce que tu vois là, il y a plein de personnes qui, moi, toi, j'ai une chaîne YouTube, toi, je dois avoir 6000, 7000 abonnés, bref. Et en fait, personne ne m'a jamais dit, j'adore tes vidéos YouTube, c'est génial. Mais par contre, le podcast, il y a énormément de gens qui m'ont dit, ah, j'adore ton podcast. Alors qu'au début, pour la petite histoire, le podcast, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, j'avais mon assistant. À l'époque, c'était un mec. Et en fait, je lui demandais en fait de transcrire
mes podcasts. Et donc, je faisais ça entre le trajet du métro et de mon boulot. Et j'avais mon téléphone, tu vois, je le prenais à la main. Et je disais, bon, alors aujourd'hui, on va parler de ceci, cela. Et en fait, j'avais... Ouais. Hello. Bon, on a eu une petite coupure internet, donc excusez-nous, c'est les aléas du direct, comme je dis toujours. J'ai un pote, ça fait marrer à chaque fois que je dis ça, mais voilà, c'est la réalité, quoi. Donc, alors, on va reprendre juste au moment où tu parlais justement de, au départ, quand tu faisais, comment démarrer les podcasts. Donc, tu enregistrais tes messages pendant que tu allais de chez toi pour prendre le RER, etc., pour transmettre ça à ton collaborateur. Donc, reprends à partir de là pour qu'on comprenne bien comment tu as fonctionné justement par rapport au podcast, pardon. Bah, en fait, c'était vraiment simple. Pour moi, le podcast, c'était juste, en fait, faire de la transcript, parce qu'en fait, moi, j'avais besoin en fait que mon assistant, il prenne en fait les vidéos, enfin les enregistrements audio, et qu'il en fasse du texte, un petit résumé. Et en fait, c'était vraiment que pour ça. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais utiliser une solution qui mettra le truc en ligne. Ça m'évitera de le trimballer. Donc, j'avais pris à l'époque l'application Audioboom. Et pour moi, c'était vraiment un truc que amateur, quoi. C'était que pour mon assistant. Et puis bon, après, je lui dis, bon, tiens, je vais synchroniser avec iTunes. Voilà, je vais balancer. Et toi, les trucs étaient un peu dégueulasses. On entendait les voitures derrière. Des fois, on m'entendait marcher. Puis des fois, je montais les escaliers. J'étais un peu essoufflé. J'avais mon voisin. Des fois, je disais, hey, salut, bonjour. Attends, je suis au téléphone, etc. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens adoraient le format podcast parce que en peu de temps, j'essayais de compresser un maximum d'informations. Alors depuis, j'ai quand même amélioré le format, puisque en fait, le problème c'est que c'est quand même assez dégueulasse quand tu le fais dans la rue. Alors, et souvent en fait, tu t'es pas assez structuré. Alors ça... Même si tu vois, je prenais mes petites notes, je mettais 4-5 points à mettre dedans, c'était pas assez bien. Et donc maintenant, je suis passé plutôt sur le format screencast, c'est-à-dire que j'ai un article de blog et je vais en faire en fait une version audio où je m'écarte en fait vraiment du texte pour deux choses. Un, pour éviter le contenu dupliqué, parce que si je lis exactement la même chose, il y a une transcription qui est faite par YouTube ou le petit podcast, et donc en fait ça va faire le même texte. Et deuxième chose, les gens veulent de l'émotion. Dans la vidéo, ils veulent de l'émotion, ils veulent qu'on raconte un peu sa life. Et généralement, en fait, j'ai plus de valeur ajoutée, c'est plus drôle, il y a plus d'anecdotes. Et c'est vrai que comme ça, les gens me disent maintenant, bah tiens, j'adore ton podcast, blablabla. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut trouver après son style, son truc, donc c'est ce que tu fais, mais moi je sais que par exemple, c'est un truc que j'ai pas encore testé, mais je pense, quand tu parlais de faire un podcast dans la rue, je sais que l'autre fois, Lingen, que tu connais, Lingen Sia, pour ceux qui le connaissent pas, donc voilà, qui a fait, parce que il est parti aux États-Unis à Nashville. Mais moi je sais que par exemple, il n'y a pas de mal. Il est parti à Nashville et il a fait un épisode de podcast dans la rue. Et je lui ai dit après coup, je lui ai dit, mais en fait, c'était vachement sympa, quoi, parce que tu as fait partager un petit peu, et moi je suis un peu fan de l'ambiance américaine en plus, et tu as fait partager un petit peu, justement à Nashville, c'est une ville qui est animée, c'est quand même le centre du monde du rock, je crois, de mémoire, et il y a beaucoup de musiciens qui jouent la journée, etc., dans les bars, ou même dehors, etc., et je trouvais ça vachement sympa justement comment dirais-je, de s'imaginer, parce que forcément c'est de l'audio donc on voit rien, mais de s'imaginer un petit peu la scène. Hein. Ouais. Et c'est évidemment pas forcément pardon. Je dirais pas à toi, c'est la qualité de l'audio. Oui, bien sûr. En fait, au début, tu vois, moi j'utilisais un micro moyen, en fait, je faisais même des fois devant le PC, oui. Enfin, quand je le faisais de mon ordi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit non mais moi j'ai été obligé d'arrêter ton podcast parce que le son n'était pas assez fort. Ouais. Et donc tu vois, et c'est un petit peu la différence. Toi, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai répondu à un podcast avec Stéphane Truffem, qui est l'auteur du livre Inbound Marketing. Il est sur Captain Marketing. Ouais. Et c'est vrai on a fait avec un enregistreur, avec un vrai micro. Il a fait un petit peu du noise niveling. Et c'est vrai, avec une petite intro musicale, et c'est vrai que là, waouh, tu dis, ah, c'est vachement plus pro que moi, où ça commence, allez, salut, aujourd'hui on va parler de ça, et t'allais vite. Autrement, tu as un bon podcast également qui s'appelle Dans l'arène, qui est un podcast sur la vente, et qui est vraiment intéressant. Et, mais encore une fois, c'est du podcast commercial. Mais voilà, là c'était la partie podcast. Et c'est vrai que la partie vidéo, pour moi, en fait, c'est plus du complément. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut être absolument multicanal.
parce que tu peux plus te contenter d'avoir juste un blog, tu peux plus te contenter d'avoir juste une chaîne YouTube. Il faut aller capter tout ça. Alors c'est vrai que je suis pas encore comme tous les Américains. Les Américains ont quand même à peu près 2 ans d'avance sur nous. Et la plupart des gens qui réussissent sur le web et qui ont vraiment beaucoup de succès, c'est des gens qui pensent d'abord un canal principal et de la réutilisation sur des canaux secondaires, secondaires. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que j'ai mon canal principal qui est le blog avec l'écrit, j'ai un canal secondaire qui est LinkedIn parce que c'est le B2B et c'est là où sont mes clients. Et après, j'ai des canaux secondaires où en fait, j'essaye de réutiliser une partie du contenu. Comme je disais, je fais souvent du podcast avec mes articles écrits. Je fais en fait des vidéos screencast avec mes articles écrits. Je fais parfois des petites images. Je vais sur Pinterest, je vais sur Instagram, je vais sur Twitter, etc. Mais ce sont 2 canaux principaux qui sont utilisés et j'ai une présence importante sur le reste. Et tout ça pour dire que la vidéo, c'est quand même vachement bien. Ah bah oui, bien sûr. En plus, toi, t'es un pro, donc voilà. Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours été fasciné par la vidéo et ça me fait plaisir de voir le succès justement qu'a la vidéo aujourd'hui. Et après, faut savoir s'en servir correctement, quoi. Je veux dire, c'est un outil parmi tant d'autres qui marche très bien, qui est très efficace. Mais il faut savoir s'en servir. Je dirais, c'est un petit peu comme les articles de blog. Pour moi, c'est sur le principe, c'est un peu la même chose. Il faut bien construire sa vidéo. Et puis surtout, je pense que c'est un point aussi qui me paraît important à souligner. Il faut faire ça de manière régulière. Je vois parfois des gens, enfin, en termes de publication simple, je dirais, sur les réseaux sociaux, qui un jour vont mettre 5-6 publications d'un seul coup, et puis pendant 6 semaines, on les voit plus. Que ce soit les podcasts, que ce soit les vidéos, etc. C'est pareil, il faut être régulier, de se dire ok, bah voilà, je me crée une routine, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, je me crée une routine, je me fais une vidéo par semaine ou un podcast audio par semaine, et puis je publie ça de manière régulière. Voilà. Et c'est la régularité qui fait que ça va impacter aussi forcément auprès de ton audience. Donc voilà, donc la vidéo, ouais, c'est super bien, mais faites-le bien. Voilà. Tout à fait. En fait, tu as plusieurs possibilités. Soit tu le fais vraiment très bien, super pro, ou alors tu le fais un peu plus à l'arrache, mais là, à ce moment-là, tu dois mettre de la valeur ajoutée ou de l'émotion. Ouais. Et donc, réutiliser en multicanaux, en natif, si tu fais des vidéos de moins de 10 minutes, ouais, tu les mets sur LinkedIn, tu les mets sur Facebook, tu les mets sur YouTube, tu les mets sur SoundCloud, tu les mets sur tous ces trucs-là, et ça te permet vraiment d'aller capter pas mal de gens. Absolument, absolument. Donc il faut bien veiller aussi, effectivement, ce que tu dis là, c'est important aussi de veiller à la durée maximale que l'on peut publier sur les réseaux sociaux. Effectivement, sur LinkedIn, on peut mettre que 10 minutes maxi. Sur IGTV, on peut mettre 1 heure maxi. Sur alors Twitter, c'est la cata parce que là, on peut mettre que 2 minutes maximum. Mais voilà, je dis après, une fois qu'on connaît les contraintes des différents réseaux sociaux, bah on va les utiliser pareil correctement à bon escient. Je voudrais terminer aussi sur un truc. Je saute un petit peu du coq à l'âne, mais pas vraiment parce que t'en as parlé pas mal tout à l'heure concernant le livre Le Gros Hacking. Alors le gros, ça s'écrit pas comme la grosse, hein, ça n'a rien à voir. C'est prononcé à l'anglaise. The Gross Hacking. The Gross, repeat after me. The Gross Hacking. Ou le gros hacking, voilà, bon, en français. La grotte hacking. Le gros hacking. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit mot vite fait justement sur ce livre et sur cette appellation gros hacking? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que alors, pour revenir à l'origine du bouquin, en fait, c'est un sujet qui m'intéressait pas mal, mais j'étais pas un passionné enfin, je connaissais pas trop le sujet, je me disais, ouais, ça me parle un peu. Et en fait, c'est Duno qui m'a demandé un jour, tiens, est-ce que tu veux écrire un article sur le blogging, enfin, un livre sur le blogging? Et je dis, oh non, mais les livres sur le blogging, on a 50 000, je vais pas apporter grand chose. Par contre, il y a un sujet qui m'intéresse pas mal. En plus, c'est un truc à la mode, le gros hacking et tout ça. Je veux bien vous écrire un bouquin là-dessus. Et donc, c'était l'objectif d'en savoir plus pour moi et aussi d'être positionné sur le mot-clé. Enfin, le mot-clé ou le sujet. Et donc, on a coécrit à 2 le bouquin et en fait, on a expliqué cette technique-là. Alors, la technique du gros hacking, c'est simple. C'est des techniques qui ont été inventées par les startups américaines pour aller croître rapidement avec de petits moyens. C'est par exemple des startups comme Airbnb, comme Dropbox, etc., qui ont utilisé ces stratégies-là. Le but, en fait, c'est tu as peu de temps, tu as peu de moyens, tu dois atteindre des résultats ou alors tu meurs. Et donc, le gros hacking, c'est vraiment ça. Ça mélange en fait 2 choses. La partie, en fait, growth. Growth, en fait, c'est
aller optimiser un maximum ses ressources, choisir ses priorités et travailler en méthode agile. Donc c'est dire, tiens voilà, je veux où ça va pas dans mon tunnel de vente, c'est-à-dire que c'est la partie acquisition, c'est la partie activation des gens qui visitent le site internet, c'est la partie recommandation, c'est la partie revenus, etc., etc. Donc en fait, hop, j'essaie d'identifier où ça va pas. Et en fait, ça, moi, j'utilise, je dis pas tous les mois avec conseil marketing, mais à chaque fois que quelqu'un me dit, mais attends, est-ce que tu pourrais m'aider pour une stratégie marketing? Je dis, ok, bah attends, on va déjà voir avec le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est le cycle de vente. Et on voit où ça va pas. Et on regarde vraiment, est-ce que c'est les prospects que tu génères? Est-ce que c'est le nombre de prospects que tu transformes en clients? Et on essaie d'analyser où ça va pas dans le tunnel. Et à ce moment-là, on cherche des idées. Et tout simplement, on va les mettre en application. Et à chaque fois, on choisit une quick win, qui est en fait une idée qu'on peut mettre en place immédiatement. Et après, il y a des idées un peu plus complexes qu'on met après derrière. Et on mesure le résultat. Donc, c'est vraiment essayer de rationaliser sa croissance. Et c'est vrai que ça me parlait beaucoup, parce que moi, je suis beaucoup dans l'action. Dans l'action et se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et il y a plein de gens qui ont du mal, en fait, de passer de qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses à qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités que tu te dis merde, je fais quoi? Et le gros hacking comme ça te permet d'avoir une méthode avec ce fameux cycle de vente, le tunnel AR, pour dire ok, c'est là où ça va pas bien et c'est là qu'il faut agir, c'est là où ça fait mal. Et là t'agis un maximum et tu vois en fait les résultats. Donc ça c'est vraiment la partie growth. Et après tu as la partie hacking. La partie hacking, en fait, c'est ce que les gens retiennent le plus dans le gros hacking. C'est des techniques parfois un petit peu à la limite du légal qui permettent en fait d'aller capter de la croissance. Le plus souvent, en fait, les startups, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé par aller bouffer la laine sur le dos des leaders du secteur. Par exemple, tu vois, Airbnb, ils sont très connus pour avoir vraiment une belle croissance parce que il y a des belles photos d'appart et ils disent ouais, on a pris des photographes d'appart, c'est pour ça que les gens ont pris chez nous. Ça, c'est une partie de la vérité. L'autre partie de la vérité, c'est que tout simplement, en fait, ils ont utilisé Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, et ils ont envoyé en automatique des messages à tous les gens qui avaient déposé une offre de location sur Craigslist, en leur disant, hey, tu sais que si tu louais ton appartement sur Craigslist, enfin sur le Airbnb, tu pourrais te faire jusqu'à $500 par mois, et viens nous rejoindre. Tu vois, c'est des techniques un petit peu comme ça. Tu as aussi, à sa grande époque, Xavier Niel qui avait lancé le Turbophone, qui est en fait un petit outil qui permettait d'aller envoyer des messages très rapidement à l'époque du Minitel. Et donc Xavier Niel a eu l'idée, à l'époque c'était 3615ULA, pour ceux qui sont un peu vieux, alors moi j'ai même pas connu, mais voilà, 3615ULA c'était un Minitel de charme, c'était les sites X avant l'heure, et donc les gens ils pouvaient discuter avec des hôtesses qui se faisaient passer pour des femmes célibataires. Et donc lui-là, c'était vraiment le leader incontesté du marché, il faisait beaucoup de chiffre d'affaires. Et Xavier Niel a pris son turbophone et il a envoyé un message automatique aux gens sur le 3615 en disant hey, mon petit chéri, il vient me rejoindre sur le 3615 Bidule Truc Chouette et tu verras, on pourra continuer à discuter. Et les gens comme ça, ils ont été détournés du 3615 vers en fait le truc de Xavier Niel, et ça a été un petit peu le début de sa fortune. Et grâce à ça, il a fait plusieurs centaines de milliers d'euros, et après il a monté des business qui étaient beaucoup plus légaux avec Free, etc. Et donc il a perdu son procès contre le 3615 mais en attendant il avait gagné de l'argent, et puis la boîte 3615 je crois d'ailleurs qu'elle a fait faillite en fait. Voilà. C'est un petit peu le même genre de technique qu'on retrouve aujourd'hui en marketing. Je pense notamment à des choses plus dans la légalité, quand on parle de retargeting par exemple. Ouais, alors en fait dans le gros hacking tu as grosso modo 3 niveaux. Tu as en fait le black hat gros hacking. Alors qu'est-ce que c'est le black hat? C'est toutes les techniques qui sont illégales. C'est par exemple, tu vas aller scraper un annuaire de personnes sur internet et tu vas envoyer un email perso. Moi par exemple, je l'avais vécu il n'y a pas très longtemps. Il y a un mec en fait qui m'envoie un email sur mon email perso et qui me dit hey, salut, on est voisins, je suis en train en fait de mettre en place une application pour voir comment on pourrait se garer, j'aimerais bien avoir le retour parce que c'est vraiment la galère pour se garer dans le coin. Est-ce que tu aurais 5 minutes pour répondre à cette question? Et en fait, je me dis, merde, c'est marrant, c'est un voisin, je le connais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, en fait, il habitait pas près de chez moi, mais il habitait à l'autre bout de la France. Mais il avait récupéré un fichier d'email et il se faisait passer pour un voisin. Et en fait, grâce à ça, il testait son idée et en même temps, il avait une liste de prospects. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui sont totalement illégaux. Après, tu as le grey gross hacking. Le grey gross hacking, c'est quoi? C'est en fait, tu vas utiliser des méthodes à la limite de la légalité.
c'est par exemple LinkedIn Helper sur LinkedIn qui permet d'envoyer des messages, faire des invitations automatiques. C'est interdit par LinkedIn, mais c'est tellement plus pratique parce que c'est juste automatiser les choses. Et après, tu as le White Hat Growth Hacking. Ce sont toutes les techniques qui sont connues par tout le monde et que tu peux utiliser, qui sont par exemple vérifier si ton site internet convertit bien avec de l'A/B testing, donc tester le variant d'un site internet, faire des belles landing pages et tout ça. Donc voilà, donc tu as tout un arsenal à ta disposition et le growth hacking, c'est ça. Et moi, par exemple, je me contente plutôt du grey et du white, je ne vais pas dans le black. Et donc, en fait, ça permet en fait d'aller trouver des nouvelles idées. Moi, ça me permet comme ça d'aller dépasser mes concurrents. Un exemple très simple, tu vois, avec Quantum Buster, tu peux très bien aller repérer tous les gens qui ont été sur LinkedIn Learning. Donc, c'est une plateforme de formation par LinkedIn. Tu vois tous les gens qui ont liké une formation. Par exemple, moi, c'était une formation sur l'emailing and marketing automation. Donc, j'ai récupéré la liste de tous ces gens qui sont sur LinkedIn et je leur ai envoyé un message. Hey, je vois que tu as suivi la formation sur marketing automation de LinkedIn. Bon, c'est vrai qu'elle est pas mal, mais je trouvais qu'elle était limitée sur ça, ça et ça. Et c'est pour ça que j'ai sorti ma mini-formation. Tiens, vas-y, tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et bien sûr, après, ils partent dans un site et je leur propose la formation payante. Pareil, je suis allé sur Udemy, qui est une plateforme en fait de formation vidéo. Et bien sûr, j'avais mis mes formations à moi. Mais je suis allé aussi également aller sur les formations les plus vendues dans le domaine des médias sociaux en France. Et j'ai regardé les commentaires et j'ai demandé à mon assistante de dire tiens, tu vois, tu as le nom, prénom qui apparaît, tu vas le chercher sur LinkedIn, tu vas l'inviter et tu vas lui proposer en fait d'acheter avec un coupon de réduction ma formation. Et comme ça, en fait, tac, 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 j'ai eu un certain nombre de clients qui sont arrivés. Voilà. C'est des bonnes astuces. C'est exploiter, c'est en fait le growth hacking fonctionne, enfin la partie hacking de growth hacking, c'est j'identifie un carrefour d'audience ou j'identifie un endroit que je peux optimiser. Un carrefour d'audience, c'est bah voilà, mes clients, moi, ils sont dans le B2B, donc ils sont sur LinkedIn. Comment je peux aller les attraper? On va les contacter. Ensuite, j'essaie de trouver une méthode un peu originale, un petit peu, comment dire, qui va apporter de la valeur, qui va permettre de contacter, etc., sans faire le bourrin. Et ensuite, une fois d'avoir testé ça de manière manuelle au début, il faut tester un peu en manuel. Tu passes après en automatique avec un logiciel qui permet de faire mieux les choses et de monter en puissance, ou alors de passer par une assistante si tu as besoin en fait d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. C'est exact. Attends, excuse-moi. Oui. Oui, on a bientôt fini, vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. J'ai encore 2 petites questions à poser à Fred. Voilà, merci. Excusez-moi, c'était la régie qui me disait que... Mais donc, ils sont modernes, ils ont un beau téléphone, la régie. Hein. Bah, c'est un top téléphone, ça. Je peux te dire qu'il est vachement bien. Pas besoin de batterie avec celui-là. Alors, tiens, allez... avant-dernière question, non, allez, dernière question, non, c'est dernière question même d'ailleurs. En résumé, pour ceux qui nous regardent en live ou en replay, en résumé, si vous avez pris le truc en cours de route, j'aimerais que tu nous donnes, Fred, si tu le veux bien évidemment, mais c'est Noël, donc je sais que tu es super sympa, que tu nous donnes tes meilleurs conseils pour optimiser sa stratégie de communication numérique. Alors en fait, je vais vraiment reprendre ce qu'on s'est dit précédemment. La première chose, en fait, c'est définir qui est son persona, qui est son client type. C'est vraiment important parce que essayer de vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Donc définir son persona et valider qui c'est. Alors tu peux le valider de manière très simple. Hein. Tu peux faire une petite campagne de Facebook Ads sur 3-4 cibles. Si par exemple, tiens, tu veux vendre une formation sur Instagram. Tu te dis, bah, tiens, je vais faire une formation pour Instagram et tu peux la vendre comme ça. Sauf qu'en fait, les gens qui sont, je sais pas, infopreneurs, les gens qui sont artisans, les gens qui sont artistes peintres, bah, ils vont pas forcément se retrouver dans ton produit parce que tu parleras de choses qui sont totalement différentes par rapport à ce qu'ils connaissent. Le mieux, en fait, c'est de dire, voilà, je définis mes personnages, je les teste, en fait, par exemple, avec une pub Facebook Ads sur le profil des artistes peintres, le profil des infopreneurs. Donc, bien sûr, grâce à ça, tu cibles selon les centres d'intérêt, selon les pages suivies sur Facebook, etc., etc. Et tu testes et tu vois, en fait, quelle est la cible la plus réactive. Là, c'est vraiment important. Tu n'es pas obligé de faire ça, bien sûr, si tu es dans le B2B. Tu dis, voilà, mon client type, c'était le truc. Je les appelle un peu au téléphone, je teste un petit peu pour voir un peu comment ça marche. Bon, bref. Donc, d'abord, son persona. Qui est mon client type? Quelles sont ses problématiques? Pourquoi mon produit est important? Et ensuite, en fait, une ligne éditoriale, c'est en quoi je vais me différencier, en fait, des autres. Pourquoi mon produit est unique? L'unique selling proposition. Mon pitch, hein, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Voilà. Et donc là, ça, c'est vraiment important. Une fois que tu as défini son persona, à qui tu t'adresses, et ton segment de marché, et tu peux le tester comme je te le disais,
tu sauras en fait pour qui tu t'adresses. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a un mec qui me disait voilà, je fais des sites internet, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça serait bien? Par quoi je dois commencer? Bah, je lui disais mais attends, tu vends des sites internet, mais déjà tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça. Tu vas pas réussir à en vendre par exemple à un restaurateur ou un commerçant parce que lui, le site internet, il s'en fout. Par contre, dis-toi, qui sont les gens qui t'achètent généralement un site internet? Et là, il m'a dit bah moi, les gens qui m'achètent plutôt un site internet, bah, c'est beaucoup de freelance, beaucoup d'indépendants, mais qui sont pas dans l'informatique et qui veulent se faire connaître. Bah, ok, d'accord. Bah, à ce moment-là, tu te dis, ok, ta cible, c'est des gens qui sont consultants, qui ne sont pas dans l'informatique, mais qui ont un besoin de créer un site internet, d'avoir une visibilité. Et leur argument, c'est, ben, donnez-vous de la visibilité, c'est important pour de la crédibilité, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc, à ce moment-là, je dis, ben, maintenant que tu sais ça, tu vas pouvoir identifier où ils se trouvent. Et je lui dis ben, où ils sont. Il m'a dit ben, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Facebook, ils sont sur ceci, cela. Et ils regardent aussi sur Internet. Donc ben, à ce moment-là, il faut que tu te mettes sur ces différents canaux. Tu en choisis un ou deux et tu vas essayer de faire un maximum. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu as défini ton persona, le carrefour d'audience. Tu vas pouvoir passer au tunnel de vente. Et comment faire passer les gens de prospects en clients, parce que c'est pas tout en fait enfin, surtout si tu vends sur internet, hein, si tu vends au téléphone c'est différent, mais si tu vends sur internet il faut définir un tunnel de vente avec par exemple souvent un petit produit gratuit ou une offre gratuite, un livre blanc, un guide, et après il faut programmer un certain nombre de messages. Le but c'est de faire transformer la personne et changer sa mentalité en disant ouais j'ai vraiment besoin de ce produit là. Et donc, en fait, ça passe souvent par des cas clients, des témoignages, pourquoi je dois le faire, un outil de ROI ou des choses comme ça. Et puis, surtout, un passage à l'action. Et donc, c'est vraiment là-dessus. Et donc, tu as ton tunnel de vente. Ensuite, en fait, tu vas pouvoir analyser ton activité. Analyser ton activité et voir, en fait, où ça va pas. Ce fameux tunnel AR en disant, bah tiens, est-ce que mon problème, parce que, reprenons sur le gars qui veut monter sur site internet, son problème, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aller recruter des gens et avoir un premier contact? Ou est-ce que quand j'ai un premier contact, c'est transformer ce premier contact-là en client? Donc, c'est voir où ça va. Et puis ce premier contact que j'ai transformé en client, comment je fais pour le garder un peu plus longtemps abonné? Ou comment je fais pour faire plus de chiffre d'affaires? Est-ce que je peux, par exemple, lui proposer un site one shot à 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles? Ben, je vais plutôt lui dire, tiens, je te vends un site à 2000 balles et ensuite je te fais une maintenance et je t'accompagne pour faire des petites modifications. Puis en plus, je te vends un pack d'articles SEO, de la présence sur les médias sociaux, etc., etc. Voilà, c'est comment je vais pouvoir, via ce prisme, AARRR, l'activation, enfin l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu. Qu'est-ce que je dois améliorer pour que ça donne un maximum de résultats? Ensuite, le cinquième conseil, je dirais, c'est investir à utiliser des outils ou une assistante. Internet, ça devient de plus en plus compliqué de réussir tout seul. Et donc, en fait, il faut bien sûr se former. Il faut utiliser des outils pour gagner du temps, se concentrer sur ce qui va apporter un maximum de valeur. Et moi, par exemple, tu vois, le meilleur choix que j'ai fait, c'est de passer par une assistante il y a quelques années parce que maintenant, ça me libère l'esprit. Et des fois, je me dis, non mais Fred, tu vas pas faire ça, ça t'apporte pas de valeur. Voilà. Et le dernier point, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est persister et faire des routines, prendre des habitudes. Et c'est ça véritablement qui va permettre en fait d'avoir une croissance sur le long terme. Voilà. Donc si j'avais à résumer, ça serait ça. Ah ben écoute, c'est super cool parce que là, franchement, avec ces 5 conseils que tu viens de donner, je pense que les gens qui nous écoutent là, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir en 2020 à exploser leur business. C'est top. Franchement, c'est top. Vraiment, merci beaucoup, Fred, parce que là, mine de rien, dans cet échange qu'on a eu ensemble, tu as donné plein d'informations, plein de pépites, plein d'astuces. Je sais pas comment te remercier. Je sais pas quoi faire. Ben, on se verra bientôt. Je crois qu'on se voit en janvier prochain. Ce sera un plaisir que tu pourras m'inviter au resto. Allez, le Ritz, la Tour d'Argent, pas très loin. Donc, on va... je sors ton carnet de chèques et puis voilà. Pas de souci, je t'inviterai au resto. On m'a conseillé un très bon resto d'ailleurs. Un restaurant américain, un McDo ou voilà, c'est ça. Pareil qu'il est très bien, que les gens sont accueillants. Bah, tu rigoles, mais ma fille, elle est fan du McDo parce qu'il y a justement, c'est là que tu vois, McDo, ils ont réussi à faire une belle transformation. Il y a un film qui est très intéressant sur justement l'histoire de McDo et pourquoi ils ont réussi à faire fortune. Et tu vois qu'au début, ils ont testé leur formule avec sur un parking avec des jeunes et c'était le gros bazar. Ensuite, ils ont tout refait et ils ont été dans un autre endroit. Ça s'invente je sais plus comment ça s'appelle. C'est un bouquin sur l'histoire du McDo. Attends, je vais rechercher histoire McDonald's film.
Et donc en fait, il est vraiment bien fait parce que c'est un film qui te montre l'envers du décor. Ça s'appelle Le Fondateur. Ok. Le Fondateur, ça explique l'histoire de Ray Kroc qui a créé le concept du McDo. Et l'acteur principal, c'est Michael Keaton. Et c'est assez sympa parce que tu vois qu'il y a eu beaucoup de galères. Et en fait, finalement, il a réussi à monter un business. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, il a le McDo, il vend la licence, la franchise à plein de gens et ça marche. Et lui, il se dit, mais putain, mes franchisés, ils gagnent plein de pognon, mais moi, je gagne pas d'argent. Et c'est là qu'il y a un mec qui lui dit, mais attends, t'as rien compris, ton business, c'est pas de vendre des McDo, c'est faire de la franchise et vendre des lieux et louer et tout ça. Et ce mec, il dit, ah ouais, putain, c'est vrai. Et c'est là, en fait, qu'il a commencé à exploser son business. Donc, c'est la face cachée du McDo et c'est assez intéressant. Ah ben je lirais ça avec beaucoup d'intérêt parce que tu vois, c'est ce que, là, en quelques mots, ce que tu viens d'expliquer, c'est ce qu'on voit partout de toute façon, c'est que les plus gros succès en général ont démarré sur plein de petits tests d'échecs. C'est assez intéressant parce qu'il montre et c'est bien foutu. Et le McDo aussi est assez intéressant en termes de digitalisation. Et tu vois, le McDo, moi sincèrement, bon, c'est ma fille qui va, elle veut y aller à chaque fois. Mais ils ont vraiment évolué. Tu regardes en fait sur les panneaux numériques quand tu vas commander. Maintenant, tu commandes. Tu as un upsell qui est proposé. Tiens, est-ce que vous voulez prendre plutôt celui-là? Tu as aussi la proposition de produits complémentaires, t'as vraiment les accessoires avec la glace et tout ça. Et en plus, toi, ils font un peu de caritatif parce que quand tu dis ah tiens, est-ce que vous voulez arrondir un peu plus pour une fondation, etc., etc. Donc ils jouent vachement sur beaucoup d'aspects. Et leur magasin, leur boutique, les restaurants qui étaient vraiment très similaires, ils ont tout changé. Maintenant, chaque McDo est un peu différent. C'est un peu plus chaleureux, on va dire, même si à mon avis, au niveau des toilettes, il y a encore des efforts à faire. S'il y avait que les toilettes, ça irait. Non, mais quand t'as des mots, mais que là, tu dis, oh putain, non. Non, écoute, Fred, moi, je t'inviterai pas là-bas. On trouvera un petit truc sympa, tu verras. Et je t'inviterai au resto, hein. Ça me fera plaisir. Donc, vous nous retrouverez en live, Fred et moi, fin janvier, sur cette même page Facebook. Et Christophe Train Pro d'ailleurs, je l'ai pas dit. Et surtout, voilà, on sera en live côte à côte, mais en vrai, pas comme là à travers un écran, quoi. D'ailleurs, tiens, je viens de regarder. Oui. Tu vois, Le Fondateur est en version gratuite avec de la publicité. C'est incroyable. C'est fou ça. Sur YouTube. Ah bah non. J'ai été allé dessus. Non, il faut être dans un autre pays. Voilà, tiens, les malins. Ouais. Mais bon, voilà. Donc en fait, c'est quand même un truc qui est, c'est pas forcément là, on y a pensé tout de suite. C'est pas forcément le meilleur bouquin, le meilleur film, mais tu verras, c'est un truc qui est assez intéressant. Non, ouais. Enfin, ce genre de. D'ailleurs, par contre, je vais essayer de faire pour finir, je vais te partager 2 bouquins que j'ai écoutés en audio avec Audible. Et je vous invite à lire ou à écouter si vous n'avez pas de temps, si vous n'aimez pas lire. Il y a 2 bouquins. Le premier, en fait, s'appelle Ne coupez pas la poire en deux. C'est écrit par Frank Voss du FBI, qui était négociateur avec les terroristes et les preneurs d'otages. Sincèrement, c'est un bouquin que je trouve très sympa. Voilà, ça s'appelle Ne coupez pas la poire en deux. Oula, hop, ça a coupé. Voilà. Ne coupez pas la poire en deux de Chris Voss. Ça explique comment négocier. Et sincèrement, je trouve qu'il est vraiment très très bien foutu. Et même moi, tu vois, j'ai appris des trucs et je l'utilise au quotidien et ça m'a vraiment aidé. Donc c'est un petit bouquin, ça dure peut-être qu'à 5-6 heures en écoute audio. Oui. Et après, tu as le deuxième qui est Ces moments qui comptent. Plus par là. Plus vers toi. Ouais. Donc ça s'appelle un bouquin, ça s'appelle Ces moments qui comptent par Dan Heath et ça explique comment créer un effet waouh. Et ça, tu peux le faire même pour toi, pour ta famille et pour ton business. Donc, cool. 2 bouquins que je t'invite à lire pour avoir au pied du sapin. Tu peux même les avoir en audio si tu t'es pas trop fan de lecture et tu as beaucoup de temps, tu peux les écouter dans ta bagnole. Voilà, donc c'était le mot de la fin, mon cher Christophe, comme on est près de Noël.
Bah écoute, c'est super top parce que c'est vrai que voilà, ça fera deux super cadeaux. Vous en avez éventuellement un troisième si que vous pouvez vous offrir aussi pour mettre au pied du sapin. C'est un projet de livre que j'ai moi aussi pour 2020 et je propose ce livre en opération de crowdfunding. Donc les participants et même avec la participation la plus modeste recevront une version au minimum numérique du bouquin. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, faire quelque chose d'utile et en même temps me faire plaisir à moi, pour le coup, c'est ça qui est super bien. Ah, bah justement, il y a le Père Noël qui appelle. Je sais pas qui c'est. J'avais oublié de mettre mon portable en silencieux, excusez-moi. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, si vous souhaitez vous faire plaisir, me faire plaisir, participez à cette opération de crowdfunding sur Ulule. Voilà, vous cherchez Christophe Train, vous allez trouver mon projet de livre qui s'appelle Matrice Marketing. Et puis il y a les 2 livres qu'a évoqué Fred à l'instant. Je vous dirais même, parce qu'il est très timide par rapport à ça, mais procurez-vous aussi son livre sur le gros hacking. Très franchement, c'est un super bouquin. Moi, je l'ai acheté, je l'ai lu et ça m'a apporté plein de petites astuces, plein de choses super intéressantes. Donc, ouais, le livre de Fred aussi, profitez-en. Pour vous l'acheter pour Noël. Et puis, bah, si vous aimez bien l'audio, effectivement, il y a les versions sur Audible de tous ces livres. Et puis, il y a Fred qui est à son podcast aussi, hein, Conseil Marketing. Je vous invite à vous abonner et à l'écouter, comme moi d'ailleurs. Et puis, moi aussi, j'ai mon podcast aussi également sur toutes les plateformes connues. Donc, il s'appelle Matrice Marketing également. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'il fallait. Moi, je vais me préparer pour les fêtes. Je sais pas vous, mais moi, j'y vais. Voilà. Je suis prêt. Voilà. Voilà. Sur ces bonnes paroles. DJ Christophe, yo. Yo, man. Yeah. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Fred, à toi également, avec ton épouse, tes enfants. Et puis, profitez bien de cette fin d'année pour commencer à préparer la nouvelle année 2020 qui sera pour tout le monde du 20 sur 20. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher pour vous tous. Et puis, je vous dis rendez-vous donc à très très bientôt. Fred, on se voit bientôt aussi, du coup. Ciao, ciao. Allez, ciao. Du coup, avec mes lunettes, je vois pas du tout ce que je fais. Au revoir, monsieur, dame. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live et qui vont nous regarder en replay parce que il y a eu donc je vais en profiter pour remercier. Je vais remettre mes lunettes parce que du coup, je vois rien du tout. Barthélémy, Philippe, Julien, un certain Frédéric Canvet aussi qui nous a suivis. Je sais pas qui c'est. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau live.